Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Blue Moon par Liam Gallagher, version 2011. Alors j'ai appris tout à l'heure que son frère Noam avait pris un... Noël ? Ouais, avait pris un petit coup de poing, enfin de manière involontaire, par le père de Ruben Dias au moment de la célébration du troisième but. Ouais, c'est un truc incroyable. Pourquoi tu regardes Vincent, mais qu'est-ce que tu veux que J'ai rien fait, moi, par rapport à ça? Non, parce que je redonne le titre du dernier livre de Vincent Raduro qui est émaillé de nombreux d'extraits de chansons des clubs mancuniens de Manchester City et de Manchester United, notamment de Blue Moon. Votre nouveau livre, Vincent, a pour théâtre de crime, si j'ose dire, Manchester. J'en rappelle le titre, donc Le sang de Manchester, publié aux éditions Hugo Poche. On y suit l'enquête du capitaine Molly Doherty pour tenter de percer le mystère né de la découverte de deux corps inanimés, le premier avec un maillot rouge, celui de Manchester United, l'autre avec un maillot bleu, celui de Manchester City. Tout cela à une semaine du derby mancunien. Pourquoi avoir choisi d'installer ce récit autour de cette ville de Manchester que vous avez beaucoup fréquentée? Justement, peut-être parce que je l'ai beaucoup fréquentée, que je la connais beaucoup, que je l'aime profondément. Oui, parce que pour moi, il y a une mythologie autour de cette ville, autour de ces deux clubs. Je voulais aussi une ville où il y a vraiment un derby qui est identifiable et reconnaissable. Ça aurait pu être... non, pas Paris, non. Ah non, pas Paris. Pas encore. Non, pas encore. Mais pour moi, Manchester, c'est une ville qui a une richesse folle. J'avais fait un documentaire au début des années 2000 avec Grégoire Margoton et Stéphane Saunier. Je n'ai pas retrouvé sur YouTube, j'ai cherché pourtant. C'est vrai, Made in Manchester, ça s'appelait. Oui. Et donc, on faisait un portrait de la ville entre rock'n'roll et football. Et donc, on a pu balayer toute la richesse musicale des premiers rockers jusqu'à la l'acid music, etc., jusqu'à aujourd'hui. Oasis, c'est terminé, mais ce qui peut se passer au niveau du rap. Et puis donc l'histoire de ces deux clubs de foot qui se mélangent à cette histoire culturelle et sociale, parce que là-bas, quand on est supporter d'un club de foot, on n'a pas honte de supporter des bleus ou des rouges. Ça fait partie aussi de l'ADN de chacun là-bas à Manchester. Tous les Mancuniens ont une couleur de préférence et ils ne peuvent jamais en changer, c'est impossible. Donc avec toutes ces passions, avec toute cette richesse, je me suis dit que c'était forcément à Manchester et qu'il fallait que je m'installe. Que j'y retourne d'ailleurs, parce que j'étais pas allé depuis un bon moment. Quel est votre premier souvenir de Manchester? Souvenir de journaliste, j'imagine? Ouais, forcément. Ouais. J'étais pas allé à Manchester dans mes études. D'une équipe de foot ou de la ville? De la ville. De la ville. Vous parlez beaucoup de la ville, des changements urbanistiques aussi de la ville ces 20 dernières années, notamment à travers le stade, mais pas que. C'est forcément... moi, quand je suis arrivé à Canal en 92... Oui, je sais, vous n'étiez pas complètement né. Si, né, d'accord. Charles Bietri m'a dit 2 mois après mon arrivée, tu vas aller commenter un match de foot anglais. Tu sais parler anglais, tu vas aller commenter un match de foot anglais. Et c'était donc un match de Manchester United. C'était à Blackburn, très au nord. Charles était déjà là? Non, pas encore, mais Cantona n'était pas là non plus. C'est vous dire si c'était il y a longtemps. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de cette équipe de Manchester. Et ensuite, j'y suis retourné presque toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, parce qu'on n'allait pas voir City à l'époque. Et c'est donc mes premiers souvenirs de la ville de Manchester. C'est quoi? C'est la bibliothèque centrale, et puis bien sûr le chemin qui me menait jusqu'à Old Trafford, avec une voiture qu'il fallait conduire avec un volant à droite, et essayer de ne pas exploser les rétroviseurs et me débrouiller comme ça. C'était ça, entre ces murs de briques et cette ville qui était un petit peu délabrée à l'époque, parce qu'elle était vraiment un peu sinistrée par les années Thatcher. C'était une ville qui était vraiment sur les industries du coton et du charbon à l'époque. Et qui a très bien accueilli, d'ailleurs, vous le rappelez, la victoire de Tony Blair en 97. Oui, très travailliste, effectivement, depuis des années, justement parce que c'était une ville ouvrière. C'était une ville ouvrière qui a complètement été transformée, bouleversée, parce que Thatcher a voulu en faire un pôle du tertiaire dans le nord de l'Angleterre, et c'est pour ça aussi que désormais c'est Manchester qui est florissante, alors que Liverpool a chuté un petit peu au niveau économique. C'était vraiment l'inverse au début du XXe siècle. Alors vous racontez bien également, Vincent, comment le rapport de force footballistique, cette fois interne à la ville, s'est inversé ces 15 dernières années avec l'arrivée des Émiriens à City. Comment c'est vécu par les supporters de Manchester United?
C'est forcément un traumatisme. C'est un traumatisme, oui. Oui, parce que depuis les années 90, c'était une source de rigolade, surtout Manchester City, lorsqu'ils étaient à Main Road. Ils pouvaient jamais rien gagner, c'était impossible. En plus, ils avaient une malchance pas possible. Donc, on se moquait toujours gentiment. Je dis on parce que je suis là supporter des Diables Rouges. On se moquait gentiment des Sky Blues. Mais voilà, ça s'est inversé et c'est forcément difficile à vivre pour les supporters des Diables Rouges, même s'il y a quand même une forme de... Je crois qu'ils s'aiment bien au fond, ces gens-là, ces supporters-là, même si dans mon récit à moi, ils commencent à s'énerver les uns contre les autres. Il y a des fractures qui passent aussi au sein même de foyers, de familles, c'est-à-dire que le mari peut aimer Manchester City et le fils ou la fille. C'est rare quand même, c'est très rare. Ça existe aussi avec des clubs d'une ville à l'autre. Je me souviens d'un homme qui suivait Eric Cantona pendant des années, qui était une sorte d'homme de main, quelqu'un qui venait vraiment de la plèbe entre guillemets, et qui suivait Canto, et il s'était fâché avec toute sa famille parce que juste pour suivre Canto de Leeds à Manchester, il était devenu supporter de Manchester United, et il s'était fâché avec l'intégralité de sa famille à Leeds. Et là, donc il peut y avoir ce genre d'histoire-là, mais parce que voilà, ce bonhomme-là, cet Andy avait décidé de suivre un homme, c'était Eric Cantona. Alors ça n'a pas manqué évidemment, parler de Manchester, c'est forcément rappeler le souvenir du King d'Eric Cantona, de son génie et de son goût du spectacle. Nous sommes en 1996, Manchester United affronte Sunderland. Cantona. How to create space and then weave past a couple of defenders. McClair, here's Cantona. He's done it! That is magnificent by Cantona. Le petit lobe, ça. Le petit. Vincent, ces années Cantona. C'était à Old Trafford, effectivement, et c'était un gardien français en face. C'était Sébastien Pérez qui était le gardien de Sunderland à l'époque, et on se souvient surtout de cette image iconique de Canto qui lève les bras d'une manière christique comme ça, qui se retourne avec le col relevé évidemment. C'était fou cette période quand même, parce que nous on était donc, je dis nous parce que je partageais donc l'Angleterre avec Grégoire Margoton à l'époque, et on était tout le temps fourrés là-bas, et on était en train d'assister à l'émergence d'une histoire qui était complètement inattendue. C'est-à-dire que les Anglais ne sont pas réputés pour aimer les Français, et tout à coup ils se prenaient de passion pour un Frenchie dont on ne voulait plus en France, il faut le rappeler, et qui était taciturne, qui faisait la gueule tout le temps, mais qui avait un vrai talent sur le terrain, et c'est devenu un roi, une légende. Et ça, on a vu naître cette légende comme ça, semaine après semaine. On a essayé de le relater de la meilleure des manières dans l'équipe du dimanche, mais on a vécu un truc absolument formidable, c'est sûr. Benjamin, Vincent, j'ai une question. Est-ce que, non, sur le rapport en t'écoutant, je me demande si, on entend ça parfois, est-ce que les Anglais aiment plus le foot que les Français? En t'écoutant, j'étais en train de réfléchir dans ma tête, quels supporters en France ont ce lien viscéral avec leur club, dans des villes ouvrières, dans des villes qui sont pas Londres, comme Manchester, comme Liverpool, le club d'Everton. Je sais pas, en France, je pensais à Lens pendant que tu parlais. Saint-Étienne. Est-ce qu'on a, nous, cette culture du foot vraiment passionnelle, des histoires de famille, tu vois, de transmission, de supporterisme? Est-ce que tu dirais que les Anglais aiment plus le foot que les Français? Est-ce qu'ils ressentent plus le foot que les Français? C'est de grande généralité que je te demande, mais... Le vrai problème, c'est de constater que je suis désolé les amis, mais la France n'est pas un pays de sport. D'accord. Pas du tout. C'est-à-dire que non, il n'y a pas ce que tu décris en France. Donc oui, bien évidemment, l'Angleterre est un pays où l'on aime beaucoup plus le football, pour la bonne et simple raison que déjà ils l'ont inventé. En tout cas, ils l'ont codifié. Ce sport-là, c'était au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Et ceux qui ont codifié réellement ce jeu-là, c'était des jeunes aristocrates dans les collèges anglais. Ça veut dire qu'à l'origine, ce sport, il vient des bourgeois, il vient des aristocrates. Donc, il n'y a pas de honte aujourd'hui à aimer le foot. Alors que chez nous, le foot, il vient d'en bas. C'est n'importe qui joue en bas de chez soi au foot. C'est plus les classes populaires. C'est les classes populaires qui saisissent du foot. Mais du coup, il y a un vrai gap, il y a une fracture entre une partie de la société qui aime le foot et l'autre qui jamais ne s'abaissera à aimer le foot. J'ai cité Vincent dans ce livre. Ça me rappelle un documentaire d'Hervé Matou sur Canal qui disait c'est pas honteux d'aimer le foot, ou je sais plus le titre, quelque chose comme ça. Dans ce royaume, écris-tu Vincent, on ne répugnait jamais à avouer sa passion pour le ballon rond, quel que fût le rang social qu'on occupait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est toujours vrai en France, ça, tu crois? Bien sûr. Et moi, je me rends compte parce que j'écris des polars qui ont le sport pour toile de fond.
Bon voilà, c'est un concept. On a imaginé ça avec mon éditeur. On s'est dit que ce serait sympathique d'avoir ce genre de roman policier avec qui parlerait un petit peu du sport, qui serait pas forcément autour du sport. Donc les 2 premiers se passent aux États-Unis avec la NBA en toile de fond, le basket américain. Le 3e que vous avez entre les mains, c'est avec la Première Ligue anglaise. Et moi, quand je fais des salons littéraires, je me rends compte que c'est toujours difficile d'intéresser réellement les gens parce qu'il y a un ballon sur la couverture. C'est-à-dire que le gap, c'est que les lecteurs de romans, de polars, etc., sont souvent des lectrices d'ailleurs. Donc là, il y a un premier hiatus. Et que les amateurs de sport ne sont pas forcément des lecteurs. Donc, mon travail, c'est de les réconcilier. Eh ben, c'est pas si simple que ça. Donc, je suis obligé de dire aux gens, ouais, non, mais ça parle un peu de sport, mais pas trop. Hein. Je vous rassure, c'est surtout un roman policier. Donc, on n'est pas un pays de sport. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais on avait ce débat avec les invités qu'on a eu sur les liens entre le foot, la politique et autres. Et en mêlant un peu tous ces sujets, j'ai l'impression que quand même aujourd'hui, regarde, on en parlait, Macron se mêle du foot. Les derniers, Sarkozy était très proche du monde du sport et du foot. Toujours d'ailleurs, peut-être qu'il Toujours d'ailleurs, mais j'avais l'impression que ce fossé était moins vrai parce qu'aujourd'hui, le sport, ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, aller au Parc des Princes, c'est plus du tout réservé aux couches populaires. C'est un événement, comme aller à Roland-Garros au Parc des Princes aujourd'hui. Tu vas au spectacle. Et c'est particulier au football aussi. Je crois que vraiment pour quelques classes culturelles et intellectuelles, le football, c'est vraiment s'abaisser à ne pas réfléchir, à ne pas penser aux choses du monde. Aimer le football, c'est ça. Donc je suis désolé, mais on est un peu abrutis, les amis, là, tous autour de ces micros. On va réécouter un peu de Cantona, ça nous fera du bien. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years. I had 5 wonderful seasons here, the best one of my career, and I love you all very much. Vincent Radiero, qu'est-ce qui reste de Cantona à Old Trafford? Enfin, tu cites notamment tu rappelles que parfois la Marseillaise est encore chantée pour... toujours. Pour rappeler le souvenir de King. Il y a déjà des portraits, il y a une statue, tout le monde parle encore d'Eric Cantona parce qu'ils l'ont au cœur, ce Français-là. Comme Alexis parle de Beckenbauer ou de Cruyff. De ces années d'adolescence, oui, effectivement. Mais d'ailleurs, ça me surprend que tu aies passé ce son-là. T'as pas passé les mouettes? Non. T'as pas les mouettes? Non, j'ai pas les mouettes. Il n'y a pas trouvé. Non, parce que c'est facile à trouver. Mais là, c'était, tu vois, les adieux, le symbole de. Attention, ici, on travaille, c'est pas la truc de base. Est-ce que tu peux me ressortir avec un anglais parfait? Non, il n'était pas parfait le sien. Je t'expliquais tout à l'heure. Les mouettes. When the... Tu vois non, tu peux le faire avec un accent français, parce que lui, il l'a fait comme ça. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. J'aurais pu le faire. Ben voilà, c'est ce que je te dis. On me dit, Benjamin me dit à la technique, on a le... When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Thank you very much, Benjamin, à la technique et à la réalisation. Benjamin. Bravo. Vincent, ces années-là, Cantona, c'est aussi le moment d'une révolution en Angleterre, puisque c'est le début de la Première Ligue, et cette ascension au fur et à mesure du championnat anglais colle comme le plus grand championnat européen, voire du monde. Ouais, c'est vraiment une révolution à la fois économique avec la création de la Première Ligue qui fait que bon nombre des revenus de chacun des matchs va revenir à la Ligue professionnelle et donc aux clubs qui eux-mêmes vont pouvoir investir énormément dans leurs institutions, dans leur institution et dans leur stade et donc transformer leur stade pour en faire des enceintes beaucoup plus sûres, beaucoup plus familiales et donc chasser progressivement les hooligans. Ils sont de retour dans ton livre. Ils sont de retour, oui, mais à l'extérieur des stades parce qu'il y a des lois qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les stades anglais. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans les stades français, mais en Angleterre, si tu jettes un objet sur la pelouse, tu vas en tôle. Tu ne peux pas te battre dans les tribunes, c'est impossible. Et en fait, ça vient de la catastrophe de Hillsborough à Sheffield, lorsque les supporters de Liverpool étaient morts hélas par dizaines là-bas lors d'un match de Cup. Ce drame-là avait fait qu'on avait eu une réflexion considérable sur la manière de refaire tous les stades pour qu'ils deviennent plus sûrs et pour en chasser les hooligans. Donc voilà, ça fait partie aussi de cette période des années 90 naissantes qui ont révolutionné le football anglais et le championnat anglais. Vincent Radiero, la fin de l'émission s'approche, c'est l'heure de l'interview vérité de l'invité. Ça fait peur. Ouais, la musique. Vincent, votre premier souvenir de foot à la télé?
C'était le but de Battenay à Liverpool. Avec Alexis ? Ouais. 80, alors là. Votre premier jour à Canal+. Mon premier Jour à Canal+. Le premier jour à Canal+. Comment ça s'est passé ? Bah oui. 1er juin 1992. On arrivait de l'école des journalistes avec Grégoire Margoton. Et Vous étiez potes donc avant ? On était potes avant. Et je suis arrivé dans Charles Bietri. Et puis comme tout le monde se tutoyait à l'école, je suis arrivé, j'ai dit « Bonjour Charles, tu vas bien ?» Et là, il m'a regardé bizarrement et je me suis dit « Bon, bah, je vais vous voyez en fait. » Parce que c'était quand même un sacré patron, on l'appelait le menhir. Et, bon, super patron, mais on ne plaisante pas avec lui. Le premier homme qui a compté à Canal, c'est forcément Charles Bietri ? Le premier homme au sport, Thierry Girardi était très proche de nous. C'était très, très important pour nous. C'est-à-dire ? Vous conseillez beaucoup ? Ouais, et puis il nous faisait énormément confiance. Donc ça veut dire que dès qu'il fallait nous envoyer quelque part, c'est nous qui l'envoyions avec Grégoire. Mais mon papa de télé, c'est Philippe Gildas. C'est vraiment lui qui m'a tout appris au niveau de la présentation, au niveau de la manière d'être à l'antenne, de ce que je pouvais me permettre ou pas, quoi. Votre première idole ? Footballistique, bien sûr. Footballistique, bien sûr. Good gracious. J'aurais rêvé d'avoir cet accent, tu vois. C'est l'accent qui m'a Tu toujours l'auras manqué. jamais, hein, tu sais que tu l'auras jamais. Si, ça peut se travailler. Ma première idole, ça va être super tardif. Vous allez. Ah non, si, quand même, Alain Giresse. Alain Giresse ? Alain Giresse, ouais, carrément. Parce que moi, j'étais un tout petit bonhomme. Je suis toujours pas très très grand, mais dans les cours de récré, j'étais tout petit. J'étais toujours le plus petit de ma classe. Et de voir qu'un petit bonhomme comme ça marquait un but contre les Allemands, bon Dieu, ça me faisait mon année, c'est sûr. La première équipe que vous avez supportée ? Bordeaux ? Alors moi je suis de Poitiers, et Poitiers c'est une ville qui n'est pas une ville de foot du tout, coincée entre Nantes et Bordeaux, donc j'ai longtemps hésité entre les deux. Et puis au début où j'étais à Canal, on m'a affecté au FC Nantes. Et là, je suis allé faire des reportages à l'époque où Coco Suedo, Jean-Claude Suedo était le coach. David Marot, Serge Le disait. Ouais, mais surtout un jeu sur ça. Surtout Coco Suedo. Et je regardais les entraînements des Canaries à l'époque, c'était un vrai ballet de danse, quoi. Je trouvais ça exceptionnel. Et je suis devenu fan des Canaries à cette époque-là, avant de devenir un vrai supporter de Man United. La première équipe, la première fois plutôt, vous avez pleuré devant un match. Si tant est que vous ayez pleuré devant un match. Bah, Giresse. Parce qu'il y a eu Giresse, il y a eu Trésor, et puis il y a eu Baptiston, etc. La plus belle émotion de foot devant un micro ? Ouais, c'est une excellente question. Devant un micro, déjà, moi, je suis pas... 2-3 fois qu'il me dit ça depuis le début. C'est pas mal, je le prends bien. C'est pas mal. Bien. Ouais, tu l'as dit aussi au début. Après, moi, je suis pas un commentateur. Si, ça y est, je l'ai mon émotion. C'était genre le 1er octobre 1995 ou 16, le retour de Canto après ses 9 mois de suspension. Là, moi j'étais au commentaire, ouais. Thierry Gilardi était en bas, il animait une émission, et le stade s'est tu, Old Trafford, et là Canto est sorti seul, en bombant le torse. Et là, le stade a explosé. Et rien de vous en parler, j'ai les poils, c'était exceptionnel. Le plus beau souvenir à la présentation de jour de foot ? La présentation de jour de foot, ouais, c'était les premiers instants. On s'est regardé avec mon ami Grégoire, on s'est dit, allez, on y va, c'est parti pour une belle saison, quoi. Et votre meilleur pote ? J'imagine que c'est Grégoire dont vous parlez depuis tout à l'heure. Dans le métier ? Dans le métier, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Greg, ouais. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Non. On le salue d'ailleurs. Un dernier mot, on en a parlé un peu avant l'émission, mais vous présentiez, donc c'est 95, 96 peut-être, le journal du foot, on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. C'était à la mi-temps, c'était un format assez différent. C'est ça. Et c'est un peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure, en termes d'écriture, il y a une musicalité dans votre écriture, tu vois, c'est ce que j'ai toujours ressenti, une manière de raconter les récits. Et est-ce que vous trouvez que c'est lié aussi, ça peut être lié, alors on l'a pas dit, on va en écouter un bout tout à l'heure, à votre parcours d'artiste, si vous êtes musicien par ailleurs, je sais pas si vous l'êtes toujours, vous êtes chanteur, on va peut-être écouter un petit bout d'un de vos titres. Attends, il a bossé quand même. Le Photographe, 2009. Ouais. C'est très joli d'ailleurs. Oh, bon, merci. Avec Vince United, c'était le titre donc de votre groupe. Manchester, tout ça. Ah oui, là j'ai compris. See your eyes, the shadows by those made by artificial lights. Give me one more smile, or let me take this. Ça va, ça vous plaît toujours ? 2009.
Comment ? Ça vous plaît toujours ? Bah c'est pas mal en fait, ça fait une éternité que j'ai pas écouté. Ouais, c'était un projet musical assez sympatoche où je faisais une sorte de pop anglaise avec des instruments classiques. Donc j'avais une violoncelliste, un cor anglais et puis des percus. Mais c'était vraiment une très belle aventure. Et donc pour répondre à votre question, oui, j'ai toujours voulu mélanger une activité artistique, créatrice avec ma manière de faire mon métier aussi. Donc j'ai pas envie de me cantonner uniquement à dire machin qui passe à machin et qui marque. Il y a plus que ça aussi dans la manière de raconter le sport. Donc je pense que tout est permis. On va réconcilier le sport et la culture, bon sang, c'est possible. Alors on n'a plus le temps pour le quiz, mais on en a ouf, oh nom de Dieu. Vincent Radiuro, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Merci beaucoup. Très grand plaisir de vous recevoir pour le livre, votre nouveau livre, Le sang de Manchester. C'est paru aux éditions Hugo Poche. Émission à retrouver en podcast sur radiogéant.fr et sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Vincent, à bientôt. Benjamin, Alexis, à la fois prochaine. Ouais. Bonne soirée sur Radio J. Tout de suite, rendez-vous avec le Festival Oriental de notre cher ami Avner Azoulay.